pensez qu'il n'y a que les startups ou les petites sociétés qui peuvent pratiquer un management alternatif basé sur la confiance et le sens de l'action? Le monde change et même les grandes entreprises historiques se réinventent. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Ludovic de la transformation chez EDF. EDF, un groupe avec plus de 160 000 salariés. Ludovic a été un des premiers managers qui s'est lancé dans cette toute nouvelle aventure et aujourd'hui il accompagne tous les nouveaux managers qui souhaitent sauter le pas à leur tour et il y en a toujours plus. Bonjour Ludovic, comment tu vas? Bonjour, très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Écoute, pour commencer, est-ce que tu aimerais te présenter, nous dire qui tu es et quelles sont tes passions? Alors moi, c'est Ludovic Justy, donc ça fait 12 ans que je travaille au sein du groupe EDF. Je suis ingénieur de formation et petit à petit, j'ai pris des postes et des fonctions managériales. Et depuis 1 an et demi, j'accompagne la transformation managériale au sein d'EDF Hydro, donc la branche hydraulique d'EDF. Donc j'accompagne les managers dans l'acculturation et dans la mise en place de pratiques un peu plus responsabilisantes. Mais ceci étant dit, si j'avais écouté mes parents, je ne serais pas du tout allé dans cette direction-là, parce que je serais devenu guide de haute montagne, c'est ce que je dis à chaque fois en fait. Hem et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, il y a beaucoup de similitudes entre le métier de guide et celui du manager. Il y a la notion de s'adapter à un milieu qui peut évoluer rapidement. Il y a la notion d'essayer de faire prendre du plaisir aux collaborateurs ou aux clients pour le guide dans un environnement qui peut être hostile. Il y a la notion d'autonomie, la notion de montée en compétences, de prise de décision difficile, d'humilité face aux événements. Donc en fait, il y a beaucoup de points communs il y a beaucoup de parallèles entre ces 2 métiers et c'est à ça que je me raccroche, dans le cadre de mes activités pour continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et pour donner le sens aux managers, et aux équipes que j'accompagne. Très intéressant. Et en effet, il semble y avoir un parallèle, je suis d'accord. Alors Ludovic, dis-nous comment tu t'es retrouvé dans cette transformation chez EDF et surtout, qu'est-ce que ça veut dire transformation chez EDF? Mmh. Hem, alors en fait, déjà j'avais eu un c'est ça c'est le comment dire? Tout ce qui est transformation managériale et travail sur le plaisir, l'épanouissement des collaborateurs, c'est des valeurs que je porte, depuis toujours, je pense. J'ai eu un vrai déclic, c'était en 2014, me semble, quand est sorti sur Arte le documentaire Le bonheur au travail, qui a fait pas mal, je pense, qui a secoué pas mal de personnes. Oui. Et en 2017, j'étais manager, du coup, déjà à l'époque. Ça faisait 2 ans que j'étais manager. J'avais pu essayer, déjà de mettre en place des pratiques un peu différentes, mais fatalement, tu te heurtes quand même à un système qui est relativement contraint. Mais comme il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Paul Éluard. Hem Il y a eu en 2017, un appel à candidature, enfin j'ai reçu un appel à candidature, dans ma boîte mail, de la part du groupe EDF qui recherchait 7 managers pour se lancer dans une aventure un peu différente, pour tester des pratiques, un peu plus, un peu innovantes. C'était pas très explicite, mais c'était écrit à peu près comme ça. J'ai levé le doigt, j'ai levé la main et j'ai eu la chance d'être, retenu avec, 6 autres de mes collègues. Donc on était 4, de chez Enedis et 3 de chez, du groupe, enfin de l'entreprise EDF SA. Mmh. Et on s'est lancé comme ça en 2017 dans cette aventure de transformation managériale. Et l'idée, c'était de tester pendant 1 an des choses un peu différentes et puis après de faire un Rex et puis de voir comment on pouvait après déployer un peu plus, ce genre de pratique. Force est de constater que, bah, oui, ça fait pas mal de petits cette expérimentation-là, puisque depuis, il y a environ 500 équipes qui se sont lancées depuis 3 4 ans dans cette démarche de transformation managériale-là. Et moi, depuis 1 an et demi, depuis l'été 2019, je n'ai plus de fonction de management opérationnel, mais j'accompagne, comme je te disais au début, j'accompagne les managers qui souhaitent se lancer dans cette transformation et dans ce changement de pratique et de culture managériale-là. On les accompagne, eux et leurs équipes, depuis le début, c'est-à-dire comment est-ce qu'on leur donne envie, comment est-ce qu'on les acculture et comment est-ce qu'on peut leur expliquer
ce qui peut être fait différemment, jusqu'à le lancement, l'accompagnement physique sur le terrain et puis l'ancrage des pratiques dans le temps, dans la durée. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans cette transformation-là. On va dire que ça fait 3-4 ans qu'on est là-dedans. Et c'est une démarche, enfin, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, hein. On le voit chez EDF, on le voit aussi dans d'autres entreprises. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui a été faite au sein de nos organisations. Mm. Oui, tu parles de prise de conscience, à ton avis, ou qu'est-ce qui ne va pas en fait dans ce management traditionnel qui existe quand même encore pour la plupart, et qu'est-ce qui ne t'allait pas toi dans ce management-là? Ouais. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Alors ça va être mon point de vue, mais c'est aussi quand même, un point de vue qui est partagé avec différents constats. Pour moi, il y a déjà le fait que beaucoup de salariés, je pense, peut-être tu l'as ressenti à l'époque quand tu étais, salarié, moi en tout cas je l'ai ressenti aussi et je pense qu'il y en a encore qui le ressentent. Il y a une sorte d'infantilisation des collaborateurs dans les entreprises. On considère un peu les salariés parfois comme des gamins, hein, tout simplement, hein. On leur dit quoi faire, on est vraiment dans le descendant, on les contrôle, on fait du micro-reporting, bref, on prend les collaborateurs et les salariés pour des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dur et qui peut vraiment peser sur l'engagement et sur la motivation des collaborateurs. Donc c'est la première chose pour moi première chose qui ne va pas dans les organisations. Ensuite, il y a aussi le fait que, depuis 50 ans, 60 ans, ça a été mesuré, il y a eu des études qui ont été faites. On a vu une complexification, de l'environnement externe, du contexte, ça c'est une chose, mais surtout une complication des organisations en parallèle, qui s'est créée. Et donc, en fait, nos entreprises, nos organisations ont répondu à la complexification du contexte externe, hein, un contexte incertain, volatile, et cetera. Enfin bref, on connaît tous l'acronyme, VUCA. Mais nos entreprises ont répondu à la complexification par la complication. Et du coup, bah, voilà, ça fait des systèmes, ultra processés, très rigides, de la communication qui ne passe pas, des prises de décision qui sont ultra longues, enfin bref. Et tout ça, c'est pareil, ça va engendrer de la frustration, ça va engendrer, du mal-être au travail, des burn-out, enfin tout ce que tu veux. Et enfin, la dernière chose pour moi qui ne va pas, c'est que, le management classique, hiérarchique, et cetera, tel qu'on le connaît, qui est, finalement un héritage de la révolution industrielle, a très bien fonctionné pendant un certain temps, dans un contexte qui était, un peu plus simple, mais que maintenant, encore une fois, avec un contexte qui s'est complexifié, ça ne marche plus parce que le management classique, hiérarchique, centralisé, ne sait pas gérer la complexité et donc on n'arrive pas à, si on veut gagner en agilité, si on veut survivre tout simplement en fait, pour moi c'est une question de survie. Si nos organisations veulent survivre dans un monde qui change, on n'a pas le choix que de changer nos pratiques managériales et de changer de paradigme managérial. Voilà. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, chez EDF, depuis que vous avez lancé tous ces changements, qu'est-ce qui a changé concrètement dans le quotidien et dans la manière de gérer les équipes? Bah, alors déjà, si j'explique un peu pourquoi, en 2017, le groupe a décidé d'expérimenter sur, cette équipe. Bon et on est parti de plusieurs constats, hein, qu'on a un petit peu évoqués déjà ensemble. Des collaborateurs qui ont des attentes qui changent, c'est-à-dire que le plaisir est devenu une aspiration sociétale qui se traduit aussi dans le monde du travail, dans le monde professionnel, donc il y a la première chose. Un engagement et des motivations, une motivation interne dans beaucoup d'organisations en Occident et en France y compris. Des managers aussi qui ont des attentes particulières et qui veulent changer un peu les choses, hein, j'en faisais partie. Voilà, enfin, il y a plusieurs constats qui ont été faits et donc la conviction que nous, on porte au sein de cette démarche, au sein du groupe EDF, c'est qu'il est non seulement possible, mais surtout vital, nécessaire, de renforcer le plaisir et l'engagement au travail et que ça passe par plus de liberté, par plus de marge de manœuvre, par plus de confiance et qu'in fine, là, on aura de la performance, dans la durée, on aura une performance pérenne, voilà. Ça, c'est notre conviction.
Et dans le cadre de ces démarches-là, dans le cadre de cette ambition de transformer un peu le monde du travail, de réenchanter un peu nos organisations en travaillant sur les pratiques managériales et sur la manière dont on vit, dans nos collectifs, dans l'entreprise. Il y a 4 ou 5 gros chantiers, 4 ou 5 gros terrains de jeu qui ont été, définis dans notre démarche de transformation. Le premier, et le plus important, c'est la gouvernance et la prise de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut, gagner en agilité? Comment est-ce qu'on peut gagner en simplicité? Comment est-ce qu'on peut remettre la prise de décision au bon niveau sur le terrain et ne plus tout centraliser en haut de la pyramide? Mhm. Première chose. Deuxième gros chantier, tout ce qui est organisation du travail. Donc comment mieux communiquer, comment désiloter un peu nos structures, enfin il y a tout ça dedans. 3e chantier, tout ce qui est espace de travail. Alors là, on n'est pas en train de dire que la géographie fait l'histoire, mais les espaces de travail et les espaces dans lesquels on évolue ont fatalement aussi une incidence et un impact sur la motivation des salariés. Et le 4e, gros package qu'on peut séparer en 2 si on veut, qui est un peu plus sur la thématique RH, ça va être sur la montée en compétences, sur la reconnaissance, sur le recrutement, sur l'évaluation. Toutes ces thématiques un peu plus typées RH, comment est-ce qu'on peut les réinventer, les réenchanter pour que chaque, salarié, il trouve son compte et pour remettre un petit peu de sens dans tout ça. Voilà. Donc 4 ou 5 gros chantiers, une conviction. Et à partir de là, nous, enfin le groupe EDF s'est structuré en interne, a créé tout un écosystème pour pouvoir porter cette démarche auprès des managers. Ok. Et donc, tu disais, c'était 7 grandes équipes qui ont commencé cette transformation, dont la tienne. Depuis, il y a combien de personnes qui sont embarquées? Alors je ne pourrais pas te dire le nombre de personnes, qui sont embarquées. Tout ce qu'on sait, c'est que on a environ, de mémoire 500 équipes qui sont passées par, ce qu'on appelle des bootcamps. Dans notre Mhm. offre de service telle qu'on l'a structurée, on a une phase de lancement des équipes et des managers avec un collaborateur et là, du coup, on arrive à faire le point un peu sur le nombre d'équipes qui se sont lancées officiellement. Après, ce nombre, il est aussi à relativiser, parce que tu as beaucoup d'équipes aussi qui font plein de choses, qui travaillent déjà différemment, mais qui ne sont pas forcément, flaguées, Ah oui, oui. au PAL ou Mm. peu importe dans la démarche. Et puis tu as aussi des équipes qui vont se lancer, mais qui finalement ne vont pas faire grand-chose parce que le manager s'est peut-être lancé, non pas par conviction, mais bon, pour essayer de voir ce que ça pouvait donner ou pour «faire plaisir» entre guillemets, à la hiérarchie, ce qui est pas forcément une bonne décision. Mm, mm, mm. Du coup, donc voilà, c'est à relativiser. Mais en gros, on a quand même, voilà, on est passé de 7 à environ, on va dire de 500 équipes en 3 4 ans. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Et les équipes, la taille des équipes, elle peut être très variable, hein. Tu as des équipes de, je sais pas, 7 personnes dans tout ce qui est fonction support ou ingénierie. Puis tu peux avoir des fois des équipes de 150 personnes, notamment, chez Enedis, où ils ont vraiment des grosses équipes. Donc voilà, la taille des équipes, elle est vraiment disparate. C'est pour ça que de donner un nombre de personnes qui est officiellement lancé, dans ce genre de démarche, c'est compliqué. Oui, oui, je comprends. Et c'est pas compliqué, en fait, d'avoir, entre guillemets, hein, mais 2 systèmes parallèles un peu qui continuent à fonctionner parce il y a quand même encore l'ancienne hiérarchie, l'ancienne manière de faire, et puis bah, toute cette nouvelle émergence avec des équipes qui travaillent autrement. Alors, enfin, ça dépend à quel niveau tu le prends. Bon, déjà au sein d'une équipe, tu embarqueras pas tout le monde, dans ce genre de pratique managériale-là. On pourra en parler plus tard si tu veux, mais quand tu lances ce genre de démarche, tu as un tiers de personnes qui te regardent, de collaborateurs qui te regardent avec les yeux qui brillent, un tiers qui est un peu plus dubitatif parce qu'il se dit: «Bon, de toute façon, tous les 3 4 ans, on nous sort un nouveau truc». Et puis un autre tiers qui est fortement sur la réserve parce que, pour lui, le chef, il est là pour cheffer et puis lui, il est là pour prendre son salaire et puis c'est tout. Il a pas envie de faire autre chose. Son épanouissement, il a pas du tout envie de le chercher au niveau du travail. Donc, là-dessus, on a déjà, comment dire? On fonc Le manager va s'adapter, il va commencer à travailler avec le tiers de personnes qui sont vraiment volontaires pour essayer de faire des choses différentes et puis il va ainsi donner envie au ventre mou, au tiers central, de commencer à s'embarquer dans la démarche. Et si tout se passe bien, ce qui se passe en général, c'est que tu as après 70%, on va dire, hein, à la grosse maille,
de ton équipe qui est moteur là-dedans et que tu vas pouvoir un peu manager différemment. Et puis le tiers de personnes qui sont vraiment sur la réserve, et bah, tu les manageras entre guillemets «à l'ancienne», c'est-à-dire d'une manière un peu plus directive, donnant moins de responsabilités, en étant beaucoup plus paternaliste, enfin bref, tout ce que tu veux. Mhm, Donc le mhm. manager, il s'adapte, mais comme finalement il le faisait déjà avant, hein, il s'adapte à sa population. Donc on peut vivre avec ces 2 systèmes-là dans l'entreprise. C'est juste que dans une équipe, c'est juste que maintenant le manager, il va manager pour les 60 à 70 même plus 80 peut-être de personnes qui ont envie de prendre qui ont envie d'avoir un peu plus de liberté et de marge de manœuvre pour pouvoir s'épanouir dans leur activité. Ça, c'est au sein d'une équipe. Mhm. Après, dans l'entreprise, c'est sûr qu'au tout début, en 2017, quand on n'était que 7 équipes dans le groupe EDF, le groupe EDF, c'est plus de 100 000 personnes, hein. Quand on n'était que 7 équipes, bah, c'est compliqué, enfin, on ne pouvait pas aller, forcément très, très loin dans le changement de pratique et cetera, parce que le système à côté de toi, bah, il évolue pas forcément en même temps. Maintenant, vu qu'on commence à monter en puissance sur le nombre d'équipes, qu'on a tout un écosystème qui s'est créé en appui, avec des facilitateurs, des coachs, des formations, enfin bref, il y a plein de choses qui sont à disposition. Qu'on a un vrai sponsoring de la part de la tête de la direction, c'est-à-dire de la part du COMEX, on sent que les choses se fluidifient de plus en plus. Et donc, finalement, le management responsabilisant, c'est quelque chose qui est en train de devenir, j'ai envie de dire, la norme. En tout cas, ce qu'on attend d'un manager, c'est ces comportements-là d'ouverture, de responsabilisation, d'authenticité, de confiance. C'est ce qu'on attend maintenant, je pense, d'un manager chez EDF. Donc, Mhm. j'ai envie de te dire, oui, c'est pas facile au début d'avoir deux systèmes qui vivent un peu en parallèle. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça, tu le vois dans toutes les évolutions, dans toutes les transformations, bah, tu as un système qui va décliner, l'autre qui va prendre la place du premier, et il y en a un seul qui, entre guillemets, au bout d'un moment, va survivre. Et moi, je suis convaincu que celui qui est en train de monter en puissance et qui va prendre la place de l'autre, c'est le système, c'est les pratiques, c'est le type de management, en tout cas, que nous, on porte actuellement dans notre transformation-là. Mhm. Oui, bah justement, c'était ma question. Est-ce que tu penses aujourd'hui, au bout de quelques années, que les gens, que la majeure partie des gens sont prêts chez EDF à embarquer là-dedans et, comment dire, allez, dans 10, 20 ans, tu crois que EDF aura complètement changé? Alors, je vais pas faire Madame Irma, et puis, je peux pas me positionner, pour EDF, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a nos managers qui sont, quand même en grande partie favorables, et qui portent ces valeurs-là, et qui ont envie voilà, de pratiquer le management et de vivre dans leur collectif différemment. Donc je pense qu'il y a une vraie envie du terrain, ouais, ça c'est clair. Et je pense qu'il y a une vraie impulsion aussi, on le voit, au niveau de la tête de la direction. Donc c'est en train de se passer. Ça prend du temps parce que dans tous les grands groupes, EDF, mais dans d'autres grands groupes, c'est pareil, hein, et bah, il y a toute une inertie quand même. Il y a c'est enfin, ça se met en mouvement, mais c'est une dynamique qui est forcément un peu plus ralentie que dans une entreprise de 150 personnes. Et parce que tu as aussi forcément des freins historiques, des freins culturels, qui font que tu peux pas aller aussi vite que tu veux Si et qu'il cette faut vidéo vous respecter a si tu veux, inspiré, si vous si tu veux pensez que le réussir à monde a embarquer tout le besoin monde, il faut il faut d'entendre il ce faut il message, faut s'adapter alors partagez-le, au rythme propre de chaque parlez-en et organisation. Pas abonnez-vous vouloir aller si le trop vite. cœur vous en dit. Donc je pense que dans Merci. 20 ans, oui, et j'espère que dans 20 ans, on aura largement, pris le tournant. L'idée, c'est que ça soit fait avant. Enfin, en tout cas, c'est j'espère, parce que si encore une fois nos organisations veulent survivre à un contexte externe qui est complètement, enfin qui a rien à voir avec ce qu'il y avait encore, il y a 10 ans en place, bah, on a intérêt à changer quand même relativement rapidement. On va pas changer en 6 mois, mais en 20 ans, j'espère bien qu'on aura d'ici là, changé un peu, nos pratiques de manière générale, et que ce sera ancré dans notre culture et dans notre ADN managérial. Mm, mm, mm. Et actuellement, selon toi, c'est quoi le plus dur en fait? Ce qui est le plus dur, C'est quoi les difficultés? alors si je vais me mettre à la place, des managers, hein, et qui s'embarquent, qui osent franchir le pas, parce que je pense que ça demande du courage déjà de franchir le pas, parce que quand tu te lances là-dedans officiellement, bah, tu te mets un peu en difficulté, enfin
tu te mets un peu en difficulté vis-à-vis de ton équipe, vis-à-vis de plein de choses, des partenaires sociaux, enfin tu vas changer un petit peu tout le statu quo, tu vas un petit peu tout bousculer. Donc pour moi, les plus grandes difficultés qu'un manager il va rencontrer là-dedans déjà, c'est, de manière générale, et ça c'est pareil dans le monde, personnel, hein, c'est, dans la sphère personnelle, c'est l'ego des personnes. Parce que quand on parle de décentralisation, quand on parle de confiance, de responsabilisation, et cetera, d'aplatir un peu la pyramide ou même peut-être de la renverser, bah, là, tu vas vite te heurter à des questions d'ego des personnes, à tous les niveaux, hein, l'ego de personnes, sur le terrain qui ont pris des responsabilités, via l'âge, et puis, l'ego, des plus hauts, des plus hautes personnes dans les plus hautes sphères forcément. Donc l'ego, c'est un vrai frein, en manière générale. Après, ce qui est compliqué aussi pour un manager, pour moi, c'est, de maintenir, cette démarche-là dans le temps, de garder une vraie dynamique. Souvent, le manager, quand il se lance là-dedans, je l'ai vécu aussi, tu ressors d'un bootcamp, tu es super motivé, tu es super boosté, tu as envie de faire plein de choses et puis après, bah, tu te fais rattraper par le temps réel, par la réalité du terrain, par les injonctions paradoxales, par des freins internes qui vont vite, qui peuvent te frustrer et puis parfois te démotiver. Et du coup, si on met pas en place un dispositif d'accompagnement ou si on ne fait pas attention à être, présent en termes, d'appui, pour maintenir, le soufflet, dans la durée et faire en sorte que ça ne retombe pas, bah, ça peut être compliqué, quoi, hein. Cette transformation-là, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Donc il faut vraiment, prendre le temps de la faire et de faire en sorte que ça s'inscrive dans la durée. Ce qui peut être dur encore, c'est le regard des autres. Donc c'est de moins en moins vrai parce qu'on est de plus en plus nombreux, mais au tout début, les managers qui se lancent là-dedans peuvent être regardés et vus un peu de manière, je sais pas si c'est de la jalousie ou si c'est de la compréhension ou si c'est de la méfiance, mais voilà, encore une fois, le manager se prend des risques en faisant ça, même si les risques sont limités, il se met quand même en risque. Et puis peut-être encore une autre difficulté, j'ai envie de dire qu'en tant que manager, quand tu te lances là-dedans, l'idée c'est évidemment de ne pas faire les choses, tout seul dans son coin. Ce serait complètement, en opposition avec, les valeurs que l'on prône dans cette démarche de transformation-là, mais c'est bien de co-construire avec le collectif, avec les collaborateurs, avec les mecs sur le terrain, de co-construire une organisation, un fonctionnement qui ait du sens, pour tous. Donc c'est quelque chose que tu fais ensemble, c'est un travail, collaboratif. Et bien souvent, on peut avoir enfin bien souvent, quand tu es vraiment super motivé, bah, parfois tu as tendance à vouloir pour les autres. Donc tu vas peut-être arriver avec déjà plein d'idées en tête et tu vas essayer de les «imposer» entre guillemets parce que tu penses que ça a du sens, sans vraiment prêter attention à ce que le terrain, l'équipe a vraiment besoin. Donc ça, c'est aussi une vraie difficulté, je pense, pour nos managers, enfin pour certains managers, de bien faire attention à tous ces écueils-là. Mais à partir de là, si tu as toutes les conditions de réussite, c'est-à-dire, déjà, partir avec un terrain fertile, avoir déjà une équipe qui fonctionne correctement. Donc, quand je dis correctement, c'est-à-dire que les fondamentaux du management sont déjà en place. La communication, l'organisation, voilà, qu'il y ait un minimum de choses déjà qui soient acquises. Si tu as déjà ça, si toi-même tu es convaincu personnellement, qu'il faut aller vers ça, parce qu'il faut quand même faut qu'il y ait une vraie conviction, il faut qu'il y ait un déclic interne, hein. Si tu te lances là-dedans, c'est parce que tu y crois. Bon, bah, il y a quand même beaucoup de chances, il y a quand même beaucoup de chances que tu puisses aller très loin. Oui, certainement. J'en suis convaincue aussi comme toi. Et donc aujourd'hui, s'il y a un manager chez EDF, qui décide, de se lancer, qui a le courage de se lancer justement, comment ça se passe concrètement? Comment il est accompagné lui, son équipe, voilà, quels Mmh. sont les outils qu'on lui donne à Ouais, disposition? ouais. Alors, comme je te disais, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de ça pour accompagner les managers. Cet écosystème, il peut être soit au niveau d'une entité particulière, comme, chez moi, pour EDF Hydro, soit, plus globalement transverse pour tout le groupe EDF. Mais globalement, un manager qui lève le doigt va souvent le faire par l'intermédiaire, de ce qu'on appelle un relais. Donc, c'est quelqu'un qui est censé faire un peu le lien entre le terrain et puis, bah, tout ce qui est, démarche au niveau du groupe EDF de transformation. Donc soit il lève le doigt via son relais, soit il lève le doigt directement sur une communauté, interne EDF qui a été créée et à partir de là, il va passer dans ce qu'on appelle un bootcamp. Un bootcamp d'une journée, historiquement, c'était 2 journées, chez nous à Hydraulique, maintenant c'est plus qu'une journée comme dans le groupe EDF. Donc il va passer sur
une journée en bootcamp avec d'autres managers du groupe qui souhaitent aller dans ce type de démarche-là, avec un de ses collaborateurs, donc qui viennent en binôme. Et puis dans ce bootcamp-là, bah, ils vont être inspirés, ils vont être questionnés, challengés, ils vont construire les premiers pas, etc. Et puis ils vont commencer à créer un réseau de managers qui s'embarquent dans la même aventure. Donc ça, c'est la première chose, tu les lances. Ensuite, bah, tu as toute une phase d'accompagnement, c'est-à-dire que le mec, il va revenir, enfin le mec ou la femme ou l'homme va revenir dans ses équipes et pour faire en sorte qu'il puisse avancer concrètement. Alors soit il est super autonome, il est super autodidacte, il sait ce qu'il a à faire et il est super inspiré, il se débrouille tout seul, c'est possible, il y en a qui le font. Soit il a besoin d'un peu d'aide parce qu'il a envie de faire des choses mais il ne sait pas comment s'y prendre et il ne sait pas non plus ce qu'il pourrait faire de différemment. Et là, nous, on arrive en appui avec des ateliers clés en main où on va travailler avec eux sur les prises de décision dans son collectif et comment est-ce que tu peux les redescendre au plus proche du terrain. On peut les inspirer sur des pratiques différentes. On peut organiser des learning expeditions à l'externe pour un peu s'acculturer sur des pratiques différentes auprès d'entreprises qui font des choses aussi super intéressantes. On les met, on les fait rentrer dans des cercles de partage de managers d'une même plaque régionale pour qu'ils puissent aussi communiquer entre eux et puis monter en compétences. Voilà, ça c'est le genre de choses. On leur offre aussi des formations particulières, des formations sur la facilitation. Il y a des coachs qui peuvent intervenir dans les encadrements ou auprès du manager pour travailler ces notions de lâcher prise, de posture, de quelle est ma place finalement de manager maintenant dans mon équipe, quel est mon rôle et tout et tout. Donc voilà, on a tout cet écosystème-là qui va se mettre en branle. Euh, et puis, encore une fois, après, on va travailler sur l'ancrage dans la durée avec voilà, des cercles de co-développement, des cercles de partage, pour faire en sorte que les managers qui se sont lancés là-dedans et leurs équipes arrivent à maintenir une vraie dynamique. Voilà. Et puis après, en annexe, en parallèle de tout ça, bah, on réfléchit aussi à comment faire en sorte que lorsqu'il y a une transition managériale, ce qui arrive de plus en plus fréquemment maintenant au bout de 3-4 ans, bah, comment faire en sorte que le manager qui prend en charge une équipe qui s'est transformée avec le précédent manager, bah, comment est-ce qu'il arrive à maintenir cette dynamique-là? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte déjà aussi que lui, à la base, il soit dans cette démarche-là mentale? Voilà, c'est le genre de réflexion et c'est le genre d'accompagnement que nous, on propose à nos managers, sachant que notre démarche n'est pas processée ou stéréotypée. Ce qu'on dit à chaque manager qui se lance, c'est que c'est à eux de construire, enfin, d'aller vers eux, vers où ils veulent aller en fonction de leurs contraintes, de leur maturité, de l'envie de leurs collaborateurs, et que chacun y va à son rythme et chacun va creuser les gros, va creuser va lancer des expérimentations qui a du sens pour eux. Il y en a qui vont plus aller sur la gouvernance, d'autres qui vont plus aller sur l'organisation, d'autres qui vont tester des EAP, des entretiens individuels différents, d'autres qui vont travailler sur le recrutement. Voilà, chaque équipe va un peu piocher sur les thématiques qui lui sont chères et sur lesquelles il y a un enjeu pour elle. Oui, 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 je comprends. Voilà globalement comment est-ce qu'on s'est construit. Oui, c'est vraiment basé sur de l'expérimentation, sur un attrait Mm. naturel vers quelque chose qui correspond à ce manager-là. Il y a de l'individualité, de l'expérimentation, je vois tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et Voilà, après, vas-y, je t'écoute. oui, justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le rôle du manager? Concrètement, qu'est-ce qui va fondamentalement changer pour lui? Bah, pour moi, tu passes, je vais caricaturer, hein, parce que c'est pas il y a forcément beaucoup de nuances, dans tout ce que je vais dire là. On n'est pas sur du noir et sur du blanc. Mais le manager classique, entre guillemets, ouais, le manager classique, il va être là pour, donner le sens, pour, dire ce qu'il faut faire, pour structurer, pour organiser, il va être un peu plus dans une posture descendante, quoi, hein, quand je parle de la ligne managériale en entier. Un manager un petit peu plus directif et qui serait censé être omniscient, tout savoir, tout maîtriser, tout connaître, avoir la réponse à tout et être là partout pour éteindre les feux partout. Ça, c'est le manager, entre guillemets «caricatural», mais de l'ancien monde. Maintenant, nous, ce qu'on attend d'un manager, en tout cas les profils de nos managers maintenant, ce qu'on attend d'eux, c'est plus du tout d'être sur ces positions-là, mais plutôt d'être
en positionnement de ce qu'on appelle le manager coach. Alors, la notion de manager coach, on peut la critiquer, le terme de coach aussi, peu importe. Mais l'idée, c'est que le manager il soit bien plus là en appui de son équipe et que son rôle, c'est de créer les conditions d'épanouissement et les conditions d'autonomie pour l'ensemble de ses collaborateurs pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel. Il va pas dire comment faire, il va aider, donner, enfin, il va être là vraiment en termes de ressources pour ses collaborateurs. C'est un manager qui est en ressources, quoi. D'ailleurs, nos managers, bien souvent, nos managers qui se lancent dans ce genre de démarche-là décident de se faire évaluer régulièrement par leur collectif parce qu'ils considèrent que le manager est au service de la direction, c'est sûr, mais aussi et surtout de son collectif. Et donc, le collectif va évaluer son manager sur des valeurs ou sur des notions ou sur des critères que le collectif aura décidé lui-même. Donc, le manager il est vraiment en posture de soutien et en posture humble dans nos équipes en transformation. Donc voilà, le posture de manager coach, c'est vraiment de créer les conditions d'épanouissement. C'est un manager qui ne va pas forcément donner le sens, mais qui va plutôt créer les conditions pour favoriser l'émergence du sens dans un collectif. Donc on va sortir de cette logique paternaliste et je vous donne et vous faites pour vraiment se mettre un peu en posture, oui, encore une fois, de ressources et d'appui pour son collectif et être beaucoup plus à l'écoute de l'ensemble de ses collaborateurs, de prendre en compte l'individualité de chacun, prendre en compte aussi l'appétence de chacun et réenchanter un peu nos organisations. C'est un peu le genre de posture qu'on cherche à atteindre. Alors ça paraît peut-être un peu philosophique, un peu ésotérique, mais quand tu vois des managers un peu qui se lancent là-dedans, peu importe s'ils le font officiellement ou pas, et que tu les vois vivre dans leur collectif, tu comprends vite ce que ça veut dire, quoi. Il y a un vrai changement de posture et un vrai changement de rôle du manager dans ces équipes-là. Voilà. Mmh mh mh. Ouais, laisser émerger, les solutions par les équipes, en fait, oui, c'est ça qui est Voilà, c'est ça. C'est pas toi qui dis exactement, c'est pas toi qui va dire: «On va faire ça, c'est un». Tu peux avoir une idée, mais l'idée effectivement, ça va être de faire émerger cette idée par les autres, et te et oui, il faut créer les conditions pour que l'intelligence collective, elle s'exprime, dans ton équipe, tout simplement. mmh mh mh. Très Après, bien. il y a plein de pratiques différentes, hein. Enfin, je te donne quelques exemples là, parce que là, j'étais un peu philosophique sur la pratique du manager, mais concrètement, sur les 4 ou 5 gros chantiers que je t'ai cités avant, au tout début, sur les 4 ou 5 grosses briques sur lesquelles on peut travailler, je sais pas moi, sur la gouvernance, et sur la prise de décision, par exemple, la plupart des équipes, vont travailler sur l'auto-affectation de l'activité. Donc, comment est-ce que les collaborateurs peuvent s'auto-affecter sur le plan de charge, que ça soit des chantiers, des affaires, peu importe, voilà, des projets. Donc on travaille sur l'auto-affectation. Donc c'est plus le manager qui va faire le plan de charge et qui va distribuer à chacun sa petite mallette. C'est les collaborateurs eux-mêmes qui vont s'auto-affecter la charge en fonction de leur appétence et de leurs compétences. Donc ça, c'est quand même vachement différent. On a des codires qui pratiquent ce qu'on appelle la chaise libre, c'est-à-dire qu'en comité de direction, bah, on laisse l'opportunité à un collaborateur, quelle que soit sa situation, de participer à l'ensemble de l'instance. Et ça a plusieurs vertus. Déjà, bon, bah, ça fait forcément monter en compétence le collaborateur et ça lui fait prendre du recul sur l'activité. Ça donne un peu une vision terrain plus pragmatique au comité de direction. Et puis aussi, ça modélise les comportements des managers qui sont en CODIR. Parce que quand tu es à côté de toi quelqu'un qui est extérieur à la base au CODIR, eh ben, tous les jeux de pouvoir ou enfin, les comportements que tu pouvais avoir en cercle fermé, bah, tu vas un peu les gommer pour montrer un visage un peu différent. Donc, c'est très modélisant également, quoi. Et puis, il y a des codires miroirs, c'est-à-dire des codires parallèles aux codires classiques, mais composés de techniciens, par exemple, qui ont été créés. Enfin, voilà. La gouvernance, ça peut être ça, la gouvernance différente. Sur les ressources humaines, tu as du recrutement partagé. Donc, comment faire en sorte que ce soit le collectif qui recrute le nouvel arrivant et non plus seulement le manager. Tu as les entretiens individuels 360, donc une vision partagée de l'ensemble des collaborateurs sur une même personne. Tu as les managers qui se font évaluer. Tu as des équipes qui travaillent sur la reconnaissance salariale. Donc, comment est-ce que l'équipe peut reprendre un peu en main et c'est le collectif qui va décider qui mérite, entre guillemets, une augmentation. Tu as plein de sujets aussi autour de la montée en compétences, ça c'est vachement passionnant. Donc, comment est-ce que tu peux utiliser et exploiter toutes les appétences, encore une fois, et les compétences personnelles de chacun, peu importe que ce soit un nouvel arrivant, que ce soit quelqu'un, un exécutant, que ce soit un manager, on a tous des compétences
particulières et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire monter en compétence toute l'équipe. Donc là, concrètement, il y a des équipes qui ont créé des catalogues de compétences internes et qui viennent piocher dedans tous les mois ou tous les 3 mois. Et cette personne-là, qui a été choisie à un moment, va faire monter en compétence tous ses collègues, tous ses collaborateurs sur l'aspect technique ou sur l'outil ou sur la C'est elle qui compétence qu'ils maîtrisent. enseigne, Voilà, c'est en comment est-ce que fait. Ok. tu… Pardon? C'est elle qui enseigne, en fait. Pardon? C'est cette Oui, personne-là. c'est elle qui enseigne, ouais, c'est ça. Ouais, elle enseigne et puis après, ou alors soit elle montre le geste technique. Il y avait par exemple quelqu'un qui savait très bien souder, voilà, dans une équipe technique, il y a quelqu'un qui sait super bien souder. Et ben, il va enseigner la théorie, puis après, il va aller sur site avec les coéquipiers, et puis il va leur montrer il va leur faire griller des baguettes pour leur montrer comment ça marche, tu vois. Ou quelqu'un qui connaît très bien comment fonctionne tel matériel, il va leur expliquer à la base, puis après, ils vont aller sur le terrain pour montrer vraiment comment ça marche. Voilà, tu utilises les compétences de chacun et tu mets en valeur cette personne-là, et puis après, tu fais monter en plus tout le monde en compétences en même temps, donc ça aussi, c'est formidable. Voilà, c'est le genre de choses que tu peux faire différemment dans ton équipe. Il y a encore plein d'expérimentations et de pratiques différentes dont on pourrait parler, mais c'est juste pour te donner un petit peu des exemples concrets et pas rester sur des grandes paroles ambitieuses et voilà. Concrètement, il y a des choses qui se font et toute l'idée, c'est de les valoriser et de les partager en interne pour inspirer les autres managers et leur donner envie, eux aussi, de se lancer dans cette formidable aventure managériale. Ouais, c'est vraiment génial, hein. Je suis vraiment impressionnée. Et alors, pour finir, dis-moi, pour toi, dans ton équipe, ça a été quoi le plus beau changement, ce qui t'a vraiment apporté beaucoup à toi personnellement? Ce qui m'a le plus apporté personnellement, moi, c'est de voir… Bon, il y a 2 choses. C'est déjà de voir, de constater sur le terrain des personnes, que tu voyais avant d'une manière, enfin, tu avais l'impression qu'elles marchaient avec un boulet, quoi, avec une armure. Elles venaient au boulot comme ça, elles faisaient pour faire, mais tu sentais que c'était pas leur truc, quoi. Et de les voir, complètement différemment après, prendre des initiatives, avoir plein d'idées, venir avec un petit peu plus de sourire, le matin, rien que ça, moi, je trouve que c'était super valorisant. Et puis, c'est aussi des personnes qui disent en entretien individuel: «Bah, écoute, ouais, avant, c'était pas forcément toujours la joie, mais maintenant, quand je viens au boulot, je souris, quoi». Moi, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse recevoir en tant que manager, de savoir que ses collaborateurs viennent travailler, viennent vivre dans le collectif que l'on manage avec plaisir, qu'ils sont contents de se réunir, qu'ils sont contents de venir travailler, ils sont contents de ce qu'ils font, qu'ils s'épanouissent dans leur activité. Pour moi, ça, c'est la plus belle récompense en tant que manager. Ouais, je suis d'accord. Bah écoute, super, c'était génial et très complet, vraiment. Est-ce que tu aimerais partager autre Tant mieux. chose encore? Hem, ouais, alors enfin si, peut-être avant de donner un petit mot de la fin, ouais, pour moi quand même, il y a 2 conditions, nécessaires mais pas suffisantes si tu veux vraiment changer, les pratiques managériales, si tu veux changer la culture managériale au sein d'une entreprise. La première, c'est d'investir dans des ressources dédiées. Donc le fait d'investir dans des ressources dédiées, et j'en fais partie, hein, quand tu investis dans des acteurs de la transformation qui ne font que ça et dont c'est le boulot, déjà tu montres que tu y crois et tu donnes plus de chances de réussir. Et ensuite, c'est d'avoir, 2e condition, d'avoir un véritable engagement de la ligne managériale. Voilà, donc si tu as ces 2 conditions, si tu as ces 2 conditions-là déjà, je pense que tu es bien parti, et que tu donnes une bonne impulsion à ta démarche de transformation. Et ensuite, une démarche de transformation, pour que ça fonctionne, on dit toujours, un escalier, OK, ça peut s'aspirer par le bas. Donc, on peut commencer par les équipes de terrain, par les managers de terrain, et cetera. Mais ça se balaye aussi et surtout par le haut. Mmh. Donc, changer les pratiques managériales, c'est pas forcément que sur le terrain, c'est aussi, au niveau des comités de direction, et cetera. Pour montrer l'exemple, pour décomplexifier, enfin pour libérer complètement le système, il faut vraiment l'attaquer par les 2 bouts, quoi. Je pense pas qu'attaquer juste par le bas ou juste par le haut soit la bonne solution. Je pense qu'il faut que toute l'organisation en même temps se transforme. Voilà. C'est très Et bien, enfin, juste pour c'est vrai. les éventuels managers qui nous écoutent, moi, ce que je voudrais dire, c'est que en tant qu'ancien manager ou en tant que personne qui travaille dans le management, je trouve qu'on vit une époque qui est super excitante pour le management et que s'il y a bien eu un moment et s'il y a bien une fenêtre de tir pour réinventer et réenchanter le monde du travail, c'est maintenant.
et que cette notion, cette envie de changer les choses et de changer de posture managériale, de changer de paradigme managérial, c'est vraiment pas une question de mode. C'est sûr, c'est quelque chose qui, on sent, en train de monter en puissance, mais c'est pas une question de mode, c'est pas une histoire de mode, c'est vraiment une histoire de survie. C'est le cours de l'histoire, moi j'en suis convaincu, et que les managers, bah forcément, du coup, ils sont vraiment, vraiment au cœur de ce challenge. Et que cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine et qu'elle est vraiment très riche et qu'elle est vraiment très belle. Voilà. Super. Merci beaucoup, Ludovic. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le, parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci